Yep. Bonjour à tous. Bonjour Benja. Vous allez bien les gars, la Salut. forme? Bienvenue sur No Brain No Gain Podcast. Ça va? Ici, on est à notre maintenant 29e rendez-vous avec une personne qui est déjà passée d'ailleurs. Il s'appelle ici Mathieu Bouchard, qui est juste en dessous de nous. Mathieu, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, pour faire un petit peu voilà, le profil de la personne qu'on a ici, Superman, le magnifique. Je t'en prie. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Bouchard, je suis naturopathe au Québec. Je suis le président fondateur de l'Institut AAT, qui est une école de naturopathie au Québec. Je me spécialise aussi dans l'approche qu'on appelle la médecine fonctionnelle. J'ai étudié aux États-Unis depuis 2014 pour mieux comprendre l'intégration en fait de la santé dans la santé holistique finalement. C'est sûr qu'au Québec, comme en France, les naturopathes ont une loi de pratique relativement limitée. Mais le but ici, c'est beaucoup plus un rôle d'éducateur, je crois, qui est peut-être la base de tout bon naturopathe. Parce que notre but, c'est de comprendre la santé d'une approche très holistique, donc très globale, pour être capable après de faire comprendre aux personnes comment on améliore ça. Et dans les cas plus précis, d'être capable peut-être de creuser un peu plus profondément. Là. Tout dépend de la spécialité du naturopathe, bien sûr. Yes, parfait. Ici, en fait, notre réunion, on va dire, le podcast, on voulait diriger ceci sur le thème du Covid et l'immunité en règle générale, mais surtout ce qu'il en est par rapport à ça à l'heure actuelle. On entend un peu tout et entre guillemets son contraire. Je ne veux pas dire forcément n'importe quoi, mais surtout son contraire. Voilà, je voulais un petit peu savoir, toi, par rapport à tes recherches, parce que je sais que tu es quand même quelqu'un qui est sur le terrain, qui a quand même une vision un peu holistique, qui va un peu voir piocher à gauche, à droite et qui a son avis, et un bel avis, je trouve. Tu aimes bien lire des études. J'adore. Tous les matins, je sais que tu lis des études. Tu es là avec ton petit café, tu lis des études. Et voilà, je voulais un petit peu savoir les avancées par rapport à ça et voir un petit peu ce que tu as pioché là-dedans. Qu'est-ce qui se dit pour le moment au niveau de cette immunité et ce Covid? Mais ce qui est intéressant avec ce virus-là, c'est que pour une fois, la communauté scientifique, c'est comme tout mis du même côté. Donc, il y a beaucoup de journaux scientifiques qui ont publié des articles gratuits. Donc, il n'y avait aucun article payant sur le COVID. Là. Il n'y a aucun article qu'il fallait que tu achètes. Ils étaient tous gratuits. Donc, tu pouvais les downloader, le lire en entier. Il y avait des pré-publications pour être capable de regarder le data, bien sûr. Et si on va sur PubMed Central, on se rend compte, en fait, il y a des milliers d'articles qui ont été publiés depuis un an. Ce qui est quand même drôle, c'est que les premiers articles de février-mars qu'on avait accès, qui venaient de la Chine en 2020, ça n'a pas tellement varié qu'est-ce qui cause le dysfonctionnement dans le COVID, parce qu'en vrai, on a eu des confirmations, en fait, quand on a eu des études américaines, des études européennes. Donc, on a eu des confirmations des mécanismes qui arrivent dans l'infection avec le virus du SARS-CoV-2 et pour arriver à un driver de la pathologie, finalement, aux facteurs qui amplifient les risques de pathologie associés à ce virus-là. Donc, j'ai adoré le fait d'avoir accès à des études gratuites sans être obligé de passer par divers moteurs pour réussir à les lire. Et je suis très, très chanceux d'avoir des amis qui ont des connaissances universitaires en immunologie. Parce qu'on s'entend que moi, mon bagage n'est pas universitaire, donc j'ai beau lire les livres d'immunologie, je n'ai pas fait de cours universitaires pendant 3 ans sur ça. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des perspectives que je pouvais manquer. Donc, ça et Twitter. Twitter, c'est quand même super intéressant parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de scientifiques qui vont poster sur Twitter. Donc, expliquer des principes. Pourquoi Twitter est plus intéressant? Parce que c'est plus court et plus concis. Ouais. Donc, c'est souvent les scientifiques vont servir de cette plateforme-là pour poster des trucs. Donc, c'est super intéressant. Donc, je vais t'avouer que je l'ai étudié plus en début de pandémie. Donc, je dirais les premiers 2 mois, j'ai essayé de tout lire ce que je pouvais trouver. Après, c'était en parcimonie. Je trouvais que c'était redondant. Je trouvais qu'on n'amenait pas tellement de nouveaux points par rapport à ce qu'on avait compris, si ce n'est que de peut-être plus comprendre profondément certains mécanismes.
Donc, il y a certains mécanismes qui ont été approfondis et éclaircis, ou des fois amener une autre dynamique à des statistiques. Donc, approfondir ou éclaircir des statistiques. C'est à peu près tout ce qu'on a vu avec ce type de virus-là. Oui, c'est ça. Il y a quand même eu un certain manque de pertinence, tu ne penses pas, au niveau des articles, en tout cas. Comme tu dis, je trouve que c'était vraiment très redondant, etc. Et puis, et tu l'as très bien dit aussi, il y a eu de tout et son contraire, quoi. Donc, il y a un moment où, en tout cas, nous, en tant que, je vais dire ça, civil, tu es un peu perdu, quoi. Tu ne sais pas trop vers où aller. Bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de scientifiques qui, en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était reconfirmer avec leur échantillonnage, ce qui était une bonne chose. Parce qu'en fait, en Chine, au début, tous les articles qui sortaient, c'était avec leurs patients. Donc, ça donnait une donnée démographique, ça donnait une donnée des comorbidités, ça donnait des prises de sang, ça donnait des valeurs sanguines, ça donnait des pourcentages. Mais les virus mutent et les virus se font face à des nouvelles populations. Donc, c'était intéressant de voir après ça, on a une étude en Italie, on a une étude en France, on a une étude aux États-Unis. Donc, on arrivait avec des échantillonnages très différents, mais souvent avec des conclusions assez similaires ou des conclusions qui fitaient le jeu de la mutation. Parce qu'on sait que le virus d'origine en Chine présentait beaucoup plus de complications respiratoires, donc en Chine et en Italie, qu'aux États-Unis. Tu sais que quand tu arrives à l'Amérique du Nord, les complications respiratoires n'étaient plus vraiment dans le top des symptômes. Tandis qu'en Italie et en Chine, c'était le top des symptômes. Donc, c'était très, très différent. On a vu une dynamique s'installer à ce niveau-là, mais la variable des comorbidités n'a jamais diminué. Donc, ça a toujours été le point central qui a été véhiculé par quelques journaux, qui a été véhiculé par quelques journaux scientifiques, mais pas assez mis l'emphase sur ça. Quand est-ce que c'est exactement le point qui devrait être mis l'emphase? Donc, la santé métabolique, en fait, les comorbidités. Oui, c'est ça, parce que bon, on est en plein dedans, nous, en tant que coach sportif, on essaye justement de crier haut et fort qu'on ait des armes contre cette maladie et qu'on ne doit pas être mis de côté. Et je sais que ça te parle aussi, Mathieu, je sais que ça te parle aussi, mais c'est vrai qu'il y a un moment où quand tu parles, des fois, c'est dur parce que des fois tu parles de sédentarité, etc. Bon, par rapport à la notion de terrain, on en parlera un petit peu plus en détail plus tard, mais où tu parles justement de choses qui, pour certaines personnes, n'ont rien à voir avec le Covid, alors qu'en fait, si, ça a à voir. Et c'est comme tu dis, toi, on le voit on le voit là maintenant par rapport à tout ce que tu dis, parce que moi, je ne suis pas du tout un grand fan d'informations, etc. Je ne vais pas vous mentir, mais par contre, je m'instruis. Et c'est vrai qu'il y a un moment où quand tu vois que la population est pire, nos dirigeants ne prennent pas, pour moi, une des armes les plus puissantes qu'ils ont à leur disposition pour combattre ce virus, tu te poses des questions. C'est sûr que, bon, la situation dans la majorité des pays industrialisés, le problème, c'est qu'en ce moment, ils ne sont pas en mode prévision, ils sont en mode panique. Réaction même, je dirais. Réaction, donc aucune préparation. Parce que c'est la seule réaction qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en ce moment, même si, l'exemple, tu dirais à tous tes clients ou même à tout le monde, faites de l'exercice puis arrêtez de manger des Pop-Tarts, ça va prendre plusieurs mois avant d'avoir une meilleure immunité là, quand même. Oui, ça va se traduire au début par des améliorations, mais pendant ces mois-là, le gouvernement ne pourra pas justifier pourquoi il y a eu des morts. On attendait que les gens s'adaptent. Bon, non, c'est pas ça. Et il y a des gens qui ne peuvent pas retourner en arrière autant. Leur système, oui, tu peux te réaméliorer, mais le dommage que tu as créé à certaines structures, ça se peut qu'ils ne reviennent jamais. Tu as juste arrêté le processus inflammatoire, donc tu arrêtes là, ça s'améliore, mais il y a toujours une trace. C'est certain qu'au stade où on est là, on peut commencer à parler de prévention. Là, je pense que ça devrait être le discours. Parce que ça fait longtemps que c'est la théorie du terrain, la théorie de l'environnement. Le terrain commence à être plus néfaste. Le fait d'être en confinement, la Belgique est très confinée, la France aussi, le Québec
Le Québec, on est la pire province canadienne. En fait, on est plus confiné que toutes les autres provinces, à part, je pense, le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a un premier ministre relativement douteux, donc c'est correct. Mais les autres sont pris chez eux. Genre, les gens ne peuvent pas rentrer dans leur province. C'est ouf. Oh oui, c'est comme depuis le début. Là, puis c'est pas comme s'il y a beaucoup de monde qui habitait au Nouveau-Brunswick. C'est pas très, très populeux. Là. Mais bon. Là, le discours devrait s'orienter. Depuis, je te dirais qu'on a un vaccin, donc ils sont contents, on a une injection magique. Là, ils devraient parler des vrais facteurs. Là, ça devrait être des articles sur les vraies choses qui font une immunité collective. Parce qu'un vaccin, ça ne fait pas une immunité collective, ça fait une fausse immunité collective. Parce que les vaccins, sur les personnes qui n'ont pas une bonne réponse immunitaire, ne fonctionnent pas bien. Ça. Ça aide, mais tous les vaccins sont comme ça. Les vaccins dépendent de ta réponse immunitaire. Donc, les vaccins, je ne sais pas si tu avais vu la donnée, exemple, mais si je me souviens, Moderna et Pfizer n'ont pas testé leur vaccin chez des personnes de plus de 74 ans. Ouais, si, ça, j'avais vu ça. Ouais. Ouais. En ce moment, au Québec, ou C'est même la tranche d'âge. en France, c'est la tranche d'âge qui meurt. Fabuleux. Donc, Fabuleux, au Québec, la statistique, si je me souviens bien, en haut de 60 ans, ça représentait 91% des décès. Oui, c'est ça. Je pense que c'est 65, nous, qu'on avait fait en Belgique, comme, mais voilà, c'est la même chose. C'est quoi le problème? Fait que tu es comme, bon, le vaccin était efficace, oui, chez les personnes en santé. Félicitations. Plus en santé, là, on s'entend. La population générale n'est pas tellement en santé. Là. Mais oui, c'est ça qui est problématique. Donc, c'est un peu... mais je pense que, pour avoir parlé avec des nutritionnistes au Canada, parce que les nutritionnistes ici, c'est des gens qui parlent avec les médecins, donc c'est des gens qui sont dans le domaine médical. En France, c'est pareil, j'imagine que c'est des diététiciens chez vous. Là. Ouais. Mais c'est pas comme s'il n'y en a pas beaucoup là-dedans qui essayaient de faire passer le message. Le message ne passait juste pas. Le message ne passe pas. Parce que même les guides alimentaires, peu importe leur absurdité, sont mieux que la diète, ce qu'on appelle nord-américaine. Ouais. Le guide alimentaire en soi est mieux que la diète que les gens mangent. Peu importe le guide que tu regardes. Après ça, il y a des points qu'il faut clarifier. Les guides alimentaires sont très, très larges, donc devraient être expliqués d'une manière plus intéressante. Et il faudrait arrêter quelques foutaises qu'on fait au niveau nutritionnel, là. Mais bon, ça, c'est... je ne ferai pas comme l'expression. Connaissez-vous l'humoriste Mariana Mazza? Non. Non. Elle donne une expression en québécois quand elle est un peu effarouchée. Elle dit qu'elle a du sable dans le vagin. Donc, je ne ferai pas comme si j'ai du sable dans le vagin. Je ne me fâcherai pas après personne. Mais... il faudrait arrêter d'être offusqué par tout. Il faudrait arrêter de se quereller pour des stupidités. Là. Donc, il faudrait arrêter c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça, parce que c'est exactement ce qu'on a l'impression. En fait, ce qui est fou, c'est qu'après presque un an, tu as toujours l'impression d'être donc un an de Covid, hein, on est bien d'accord. On est toujours en état d'urgence où là, tu parles. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. On devrait être en prévention. Donc, on devrait justement pouvoir proposer aux gens, je ne sais pas, simplement des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller se faire vacciner, parce que ça reste un droit de ne pas vouloir se faire vacciner, tant que maintenant en tout cas. De donner des solutions pour améliorer leur système immunitaire, etc. Ce qui, pour moi, est la solution sur le long terme. Je veux dire, c'est encore ce côté de est-ce que tu donnes le poisson ou est-ce que tu apprends à pêcher? Tu vois? Je pense qu'en ce moment, autant je haïs la politique, autant en ce moment, j'aimerais pas ça à leur place. Tout à fait d'accord. Parce qu'ils sont pris vraiment entre l'arbre et l'écorce. Parce que les gens veulent une solution, mais ils ne veulent pas rien faire. C'est ça. Fait que, on est vraiment entre deux. Souvent, moi, ce que je vais faire, je vais suivre les points de presse sur Facebook. Fait que je vois les commentaires des gens en général, parce qu'on s'entend que c'est vraiment la population qui écoute les points de presse. Fait que tu te rends compte que la majorité de la population ne veulent pas, eux, s'aider. Ils veulent une solution magique. Comme pour perdre du poids, comme pour à peu près tout, finalement. La pilule, quoi. Mais de la pilule. C'est ça le défaut.
Ça fait longtemps que le message est véhiculé par les différents professionnels, pas les médecins. Les médecins, eux autres, c'est pas leur domaine, la nutrition. Ils étudient pas ça. Fait que, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de taper sur la personne qui n'a pas rapport dans le problème. Le médecin, sa job, c'est pas ça. Le médecin moderne, sa job, c'est pas du health care, c'est du sick care. Donc, lui, il doit s'occuper des gens qui sont malades. Ouais, donc, c'est ça son travail, c'est ça qui a été formé pour, et ils sont excellents là-dedans. C'est différent. Il faut donner les bons. Le médecin ne fait pas de conseil nutritionnel, il en fait très peu. C'est correct parce que la plupart connaissent rien. Ils ne sont pas formés là-dedans. C'est normal, à part s'il s'est spécialisé là-dedans, mais au Québec, on n'a pas ça, la plupart du temps. Donc, les vitamines, les minéraux, ça aussi, c'est problématique. Parce que là, tu as des chercheurs qui s'amusent à essayer de trouver si, exemple, telle vitamine, ça marche. On parle de vitamine D. Donc, la vitamine D, est-ce que ça marche? Ça dépend. C'est quoi ça marche? Est-ce que si je prends de la vitamine D, je n'aurai pas le COVID? Non, ben là, si c'est ça que tu veux regarder, ça ne marche pas. Est-ce que la vitamine D améliore les réactions immunitaires? Encore là, si c'est ça que tu veux regarder, ça marche plus ou moins. Ouais. Parce que la vitamine D, premièrement, orale, c'est pas la même que celle du soleil. Donc, on a une dynamique différente au niveau de l'effet. Ouais. Pour les peuples nordiques, ben, comme les Belges et les Québécois, qui sont des peuples nordiques, c'est sûr que l'exposition au soleil est relativement limitée. Donc, on n'a pas une exposition au soleil qui est phénoménale. À mon avis, et je n'ai pas regardé ça, je suis certain que ça, on a une adaptation pour ça. Donc, je suis certain que les peuples qui habitent nordiques ont une capacité à mieux gérer la vitamine D, mais encore là, on voit qu'on a des peuples qui ont plus de rhume, plus de toutes les petites conditions en hiver qui viennent avec ça. Est-ce que ça rapporte la vitamine D ou simplement le fait qu'on met du chauffage dans nos maisons et qu'on irrite les voies respiratoires? Peut-être ça aussi. Donc, c'est complexe. Est-ce que l'être humain est carencé en vitamine D? Donc là, cette question-là est intéressante. Est-ce que l'être humain est carencé en vitamine D? Pas pour les questions de densité osseuse. Parce que la question de densité osseuse, on s'en fout un peu. C'est très rare que quelqu'un est carencé à ce point-là. Est-ce que quelqu'un est carencé en vitamine D au point où on peut faire une relation avec son système immunitaire? Ça serait oui à plus de 50%, donc je n'ai pas les statistiques pour votre pays, mais je vais dire plus de 50% pour le Canada. Donc, les gens en hiver, donc le 8 mois d'hiver, donc je te dirais de peut-être novembre à avril au Canada, là, octobre à avril, donc on a 6 mois, les gens sont carencés en vitamine D. Donc, sévèrement ou normalement carencés. Dans la population générale, même en été, il y a une bonne partie de la population qui est carencée. Si je me souviens, au Québec, au Canada, c'est autour de 20 quelques %, 20 à 30%, parce que les gens ne vont simplement pas dehors. Donc, point. Un des défauts des marqueurs qu'on utilise pour la vitamine D, c'est la forme 25-hydroxyvitamine D3, donc 25-OHD. Il faut savoir que la forme 25-OHD, c'est une forme de réserve. Donc, ce n'est pas une forme de vitamine D active. C'est une forme de storage dans l'organisme du métabolisme du cholécalciférol, donc la vitamine D3 qu'on prend ou que le soleil, que le corps va storer en 25-hydroxyvitamine D. Bon. Après ça, il y a des enzymes utilisées là-dedans pour convertir en ce qu'on appelle le calcitriol ou le 1,25-OHD, qui est l'hormone active pour activer les fonctions de la vitamine D. Donc, c'est très différent, là. Donc, ce qu'on mesure et ce qui est actif, c'est deux choses. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre les deux? Il y a une corrélation, ce n'est pas direct. Donc, c'est complexe. Parce que le mécanisme de la vitamine D est dicté par plusieurs choses. L'immunité en général, l'état immunitaire le dicte. Donc, va dicter les enzymes de transcription pour créer de la vitamine 1,25 ou de la 1,24. Parce que la vitamine D peut se transformer en désactivée. Donc, le corps peut désactiver la vitamine D. Et si on regarde les études, on se rend compte, exemple, que le cortisol a cette capacité-là. Donc, le cortisol a la capacité d'upréguler une enzyme on appelle ça la 24-hydroxylase, pour désactiver la vitamine D. Donc, pour ne pas créer de la 1,25, mais bien de la 1,24. Donc, un métabolique inactif de vitamine D. Donc, l'état mental peut jouer aussi là-dessus, parce que, enfin,
pour faire simple, entre guillemets, cortisol, on l'associe souvent à l'hormone du stress. Exact. Donc, la capacité d'adaptation, donc le cycle circadien, donc le manque de sommeil, donc plein de choses. Donc, déjà là, on a une réponse sur ce qu'on appelle en anglais le VDR, le Vitamin D Receptor, le récepteur à vitamine D. Parce que si on n'a pas de 1,25, ben on n'active pas le récepteur. Ah ouais. Il y a aussi que dans le processus de fabriquer de la vitamine D, le processus requiert du magnésium. Donc, les enzymes requièrent du magnésium pour faire leur travail de convertir votre vitamine D en 1,25. Quel est le pourcentage, selon l'OMS, de carence en magnésium dans la population globale, messieurs? Tu me poses une colle. Ils disent environ 75 à 80%. Ah, ouais. Donc, en fait, on n'a rien pour construire ce qu'on doit construire, quoi. C'est ça, quoi. En somme. Il y a même des études qui ont montré qu'ils prenaient un groupe témoin qui avait une carence en vitamine D. Donc, ils ont calculé, puis il y avait des niveaux faibles de vitamine D. À un groupe, ils ont donné de la vitamine D. À un groupe, ils ont donné du magnésium. Puis ils se sont rendus compte qu'à ceux qui donnaient du magnésium, le taux de vitamine D augmentait quand même. Ben oui, parce qu'on leur donnait la matière première au corps. On donnait une matière pour convertir. C'est ça. Mais si on mettait du magnésium et de la vitamine D, là, on voyait une hausse du taux de 25. OK. Voilà. Super intéressant. Quels sont les facteurs qui causent une carence en magnésium, messieurs? À part pas en manger. Tu me poses une colle. Donc, je sais pas, le stress en règle générale, non? Le manque de sommeil, une hygiène de vie pas adaptée. Déjà là, ces facteurs-là vont en fait augmenter aussi l'utilisation. Ouais. Donc, le stress, le cortisol, le manque de sommeil va augmenter l'utilisation et l'excrétion de magnésium. OK. Donc, un point. Et après, on a aussi le contexte de l'hyperglycémie. Donc, l'hyperglycémie, donc des hausses de glycémie assez phénoménales, ou si vous êtes résistant à l'insuline et que votre déjeuner, c'est le déjeuner nord-américain moyen de 2 bols de céréales, un verre de jus d'orange. Donc, une hyperglycémie. L'hyperglycémie aussi. Donc, l'hyperglycémie élimine du magnésium dans l'urine. Donc, il faut savoir que quand on dit que le magnésium est carencé, la plupart des données se fient à la consommation. Ils ne regardent pas l'excrétion ou le besoin. En fait, c'est encore plus vicieux que ça. C'est-à-dire que tu peux très bien consommer ce qu'il faut, mais de par ton style de vie, en sortir trop. Et donc, du coup, boum, c'est cercle vicieux, quoi. C'est le défaut. Ouais. Parce que les gens, déjà là, au niveau alimentaire, souvent vont consommer relativement peu de magnésium. Ouais. Donc, les données, là, Santé Canada, là, donc la donnée la plus sécuritaire, parle d'environ 400 mg élémentaires de magnésium par jour pour une personne. Et ça, c'est le Recommended Daily Allowance, là, donc l'apport recommandé. Ouais. Ça veut dire pour une personne qui fait une activité physique de pas grand-chose. C'est ça. Après ça, rajoute là-dedans, je dors pas. Rajoute là-dedans, j'ai bu 12 cafés qui augmentent l'excrétion du magnésium. C'est très drôle. Fait que là, après ça, je vois, mais on donne la vitamine D, ça marche pas. Ouais, attends une seconde. Je vais te l'expliquer, mais oui, je l'ai fait. Mais tu veux pas comprendre. Fait que c'est un peu ça. C'est que c'est compliqué. Parce que est-ce que je dis qu'on devrait donner la vitamine D à tout le monde? Non. Ben oui. Dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, dans la période hiver, on peut donner très sécuritairement 2000 à 5000 unités de vitamine D par jour sans aucun problème. Mais il faut penser que le statut nutritionnel autre influence ce métabolisme-là. Ouais, donc, comment savoir si on est carencé? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient prétendre de se dire, OK, là je pense que je suis carencé en magnésium? Et aussi, la plupart du temps, les gens disent, OK, ma prise de sang est bonne, je ne vois pas pourquoi je devrais me supplémenter. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On entend souvent parler de ça, tu sais. Ce qui est complexe, c'est que souvent, dans le sang, on va mesurer ce qui est sérique, donc le taux de sérum magnésium, le taux de sérum zinc, le taux de sérum B12. Mais ce n'est pas dans le sérum qu'on veut qu'elle soit. C'est dans la cellule. C'est dans une cellule. C'est complexe de faire la relation. Pour le magnésium, c'est certain que normalement, quelqu'un qui dort relativement mal, quelqu'un qui vit sur Terre, normalement, aurait besoin de prendre du magnésium. Point. À part quelques moines tibétains que vous connaissez, là, mais je t'avoue que la plupart des gens qui ont à faire face au monde moderne
devrait sûrement prendre du magnésium, à moins d'avoir une alimentation exemplaire. Ok. Mais c'est un peu le problème, parce que je ne suis pas vendeur de suppléments dans la vie, même si une de mes jobs, c'est de formuler des suppléments. Ouais, Je trouve qu'il n'y a quand même pas d'information qui est donnée là-dessus. Et les diététiciens ou les nutritionnistes, comme nous, on a à faire, sont très anti-suppléments. Donc, il y a vraiment quasiment, au lieu d'être neutres, ils sont même très anti, genre à dénier qu'on en aurait besoin. Et c'est un problème. Parce que, loin de moi, donner des suppléments à quelqu'un qui n'en aurait pas de besoin. Je trouve ça stupide. Mais après ça, si 5 $ de magnésium par mois améliore sa qualité de vie, ben, Colin, même si le changement est psychosomatique, ça marche. Je suis content. C'est pas cher. Le magnésium, une supplémentation magnésium peut te coûter à peu près 10 $ par mois. Ouais, ça va, c'est honnête. C'est honnête pour les bénéfices Donc, que ça peut en retirer, quoi. C'est ça. Ben, Est-ce qu'il y a... c'est très rare. J'imagine qu'il y a une sorte de magnésium, parce qu'il y a des magnésiums, il y en a plein. Il y a du citrate de magnésium, il y a du glycinate, là, il y en a plein différents. Est-ce qu'il y en a un qui est plus préconisé? Ben, normalement, au Canada, on y va beaucoup vers le magnésium glycinate ou biglycinate. C'est une forme qui est très peu chère et qui est très douce sur l'intestin, donc il n'y a pas de chance de complications digestives. Okay. Donc souvent, on utilise celle-là, mais toutes les formes normales qui finissent en ate sont relativement bien. Là. Donc, okay. Malate, taurinate, tréonate, donc toutes les formes qui sont intéressantes. Okay. Est-ce que par rapport à de l'eau, par exemple, le type d'eau qui serait un petit peu plus, pas dire supplémentée, mais qui apporterait plus de magnésium, est-ce que du coup, on ne parle pas de supplémentation là, mais est-ce que ça peut justement aider quand même à améliorer les choses? Ben, c'est sûr que là, si tu l'as de présent dans une source d'eau que tu bois, c'est certain qu'il y a des eaux qui sont très minérales. C'est ça. Donc, ça peut être une bonne idée aussi. Là. C'est sûr que là, le quantifier, ça devient peut-être plus problématique. On est d'accord. Mais c'est sûr que c'est pas mauvais. On prend tout ce qui passe. Alors là, j'ai une question intéressante. C'est pour une meilleure réponse immunitaire au vaccin, ne faudrait-il pas se supplémenter en zinc quelques semaines avant l'injection, que ce soit le vaccin du COVID ou un autre vaccin? Ce qui est compliqué, c'est que le vaccin qu'on a maintenant, lui qu'on connaît le plus, le Pfizer ou Moderna, je pense qu'AstraZeneca va être la même chose, c'est que ce n'est pas un vaccin traditionnel. Il n'y a pas de virus dans le vaccin. Donc, c'est un messager de transcription pour faire produire une réponse immunitaire. Donc, faire détecter une protéine S et répondre. Donc, c'est sûr que si on optimise le statut de la personne, on risque d'avoir une meilleure réponse. Est-ce que le zinc lui-même, juste le zinc, va faire une différence? On est loin, là. On est dans les assumptions. Est-ce que vous prenez des médicaments qui pourraient éliminer votre zinc? Parce que c'est facile à savoir. Là, vous pouvez aller sur Google et regarder si vous prenez des médicaments. Est-ce que votre alimentation est faible en zinc naturellement? Donc, vous mangez très peu de viande, vous mangez beaucoup de produits transformés. Plein de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez finir à prendre un peu de zinc? Après ça, ce n'est pas moi qui va vous répondre. Il faudrait googler, il faudrait regarder, il faudrait parler à des professionnels. Moi, pour avoir lu un peu, il n'y a pas une énorme partie de la population qui est carencée en zinc de manière carence-déficience. Au niveau fonctionnel, je te dirais que ça a l'air d'affecter plus les hommes que les femmes à ce niveau-là. J'ai pas de. J'irais, mettons, de ma tête, là, 50% des hommes, je te dirais, auraient peut-être besoin d'une petite supplémentation en zinc, même si techniquement, ils en ont dans leur alimentation. Okay. Il y avait une question aussi que j'avais reçue là, que je trouvais super intéressant. C'est comment tu gérais l'aspect psychologique des gens face à la nutrition. Parce que j'imagine que tu as des gens, évidemment, qui viennent dans ton bureau, qui veulent changer d'alimentation, d'habitudes alimentaires surtout. Et j'imagine, comment est-ce que toi, tu gères ça? Ben, écoute, premièrement, moi, la psychologie, c'est pas ma force. Moi, faire des analogies, des métaphores, ça va super bien. D'être gentil et compréhensif, c'est correct, mais je ne fais pas de suivi psychologique, donc ce n'est pas mon travail. C'est certain que moi, souvent, l'approche que je vais utiliser, c'est l'approche, c'est un marathon, c'est pas une course, c'est long,
il faut que tu comprennes qu'il y a des changements à faire, puis on va voir jusqu'où tu es à l'aise. Après, je peux arriver, regarde, avec des idées. OK, regarde, ça pourrait être intéressant. OK, ça, c'est mieux. C'est moins pire. Le client qui me dit, je veux absolument manger du pain le matin. OK, mais je vais fouiller dans tous les pains que je connais, puis je vais t'en trouver un qui est peut-être mieux, mais ce que tu vas manger avec, ça va être pas mal mieux. On va trouver une alternative. Fait que, c'est tout le temps de trouver une alternative, mais pour les cas vraiment psychologiques, c'est pas moi qui fais ça. Si le client a besoin d'un suivi psychologique, c'est pas moi. Là. Et je le dis d'emblée, genre, je ne fais pas ça. C'est pas moi. Ok. C'est vrai qu'avec les troubles alimentaires, etc., on voit souvent que les gens, il y a comme une distanciation vis-à-vis d'eux-mêmes un peu. C'est cette personne qui mange mal, mais ce n'est pas moi. Et c'est vrai que ça peut vite. Moi après, c'est là que j'aime bien intervenir justement. Donc tu vois, c'est plutôt marrant. Mais c'est vrai que c'est difficile de. On parlait de ça avec Julien Pinault où il y avait vraiment ce côté, tu sais, actif et passif. Il y a les gens en fait qui viennent souvent avec ce côté, ok, moi je recherche une solution passive, donc qui ne vient pas forcément d'eux-mêmes. Et c'est pas mauvais forcément parce qu'aller voir un professionnel, c'est aussi le début d'une réponse active pour certains. Mais comme ma mère le disait souvent, tu peux remplir la bassine d'eau, tu ne peux pas obliger l'âne à boire dedans. Donc tu vois, il y a un moment où tout revient entre les mains du client, de la personne qui vient te voir, et c'est leur choix. Mais c'est exactement ça. Moi, je travaille souvent avec la directrice de l'Institut, c'est Mélodie. Mélodie, elle a une spécialisation en troubles alimentaires. Elle a étudié là-dedans, elle a des diplômes en psychologie, donc c'est sûr que c'est plus facile. Puis moi, c'est un sujet que j'adore au niveau théorique, donc sur papier, mais le papier en psychologie, c'est le fun pour l'expliquer. C'est à peu près tout ce que ça fait. Fait que tu sais, je m'occupe pas de ces cas-là, puis j'essaye pas non plus. Aussitôt que je vois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, même si ça fait quelques mois, puis je ne le voyais pas, puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y a vraiment un problème. Ben, je vais référer, parce que moi, je ne peux pas l'aider. Au pire, je vais peut-être y nuire, parce que je ne sais pas comment gérer ça. Okay. Ouais. Moi, j'avais une question plus de technico- et technico-pratique, on va dire. Imaginons essayer de donner vraiment, des armes et des solutions peut-être aux gens à l'heure actuelle par rapport au confinement, puisqu'on est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui, par rapport au Covid et par rapport à ce que ça induit au niveau effet silencieux, on va dire, ça agit énormément sur la psychologie, sur la santé des gens. Et au niveau alimentaire, c'est une catastrophe sans précédent. J'ai l'impression que on bouge moins aussi, parce que les salles sont fermées, que les salles de sport, les activités sont fermées. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, par exemple, à ces gens-là pour pouvoir mieux s'alimenter et pouvoir agir concrètement face à ce qui se passe à l'heure actuelle, à ce confinement qui ne s'arrête pas en fait? Ce qui est spécial avec ce que tu dis, c'est que les grands journaux scientifiques, il y en a plusieurs qui se penchent sur cette question-là depuis, je te dirais, 4 à 5 mois. Donc, depuis la fin de l'été, il y a beaucoup de journaux scientifiques qui commencent justement à mettre de la pression sur la santé des gens se dégrade psychologiquement et physiologiquement dû à l'impact, donc physiologique et psychologique de la confinement ou de la peur, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont terrorisés. Parce qu'il ne faut pas le minimiser. Là. Nous, on n'a peut-être pas peur du virus, mais il y a une bonne partie de la population qui écoute les discours, qui écoute les gens, qui écoute les nouvelles, qui sont terrorisés. Là. Le virus, pour eux, c'est l'enfer. Donc, c'est certain que de revenir beaucoup à la rééducation de base, de dire aux gens, ben, oublie pas que c'est pas parce que tu travailles de la maison que tu es obligé de ne pas avoir d'horaire. Donc, garde-toi un horaire. Moi, c'est dans les discours que j'ai eus avec mes clients. Donc, garde-toi un horaire. Souvent, quand je leur demande, est-ce que tu as un horaire de travail à la maison? Souvent, ils m'ont dit non, je peux faire ce que je veux tant que je fais mon travail. OK, mais non, fais pas ça. Donc, fais ton travail. Donc, normalement, tu commences à quelle heure? Je commence à 8h30. Pas de problème. Tu vas commencer à 8h30. À midi, tu vas avoir une pause de 45 minutes. Tu vas aller manger. Souvent, il y en a même une de mes clientes que j'ai eue peut-être en fin d'année 2020. Puis elle subissait vraiment elle se mettait beaucoup de pression mentale et ça paraissait. Donc, mes gros conseils ont été ça. Essaye de mettre des pauses dans ton horaire, puis fais d'autres choses. Au bureau, tu as toujours un peu de distraction. Tu vas parler avec ta collègue, tu vas aller aux toilettes, prendre un café, tu vas parler 5 minutes. Ça change. À la maison, tu passes
4 heures en ligne dans l'ordinateur, aucune distraction valable, disons. Ouais. Et après, tu manges, souvent au bureau d'ordinateur, tu continues à travailler, tu arrêtes de travailler quand tu n'es plus capable. Oui, mais tu ne le fais pas au travail. Et pourquoi tu fais ça à la maison? Non, garde un horaire bien intéressant et un horaire de sommeil et de réveil. Donc, lève-toi à une heure constante, couche-toi à une heure constante, fais-toi une routine. Donc, ça, c'est intéressant parce que le cerveau, lui, il aime ça. C'est facile. Fait que la chronobiologie, là, pour le cerveau, c'est très, 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 très facile. Il aime beaucoup mieux ça. Donc, il faut établir cette routine-là. Au niveau alimentation, un des bons trucs, ça serait juste d'apprendre à cuisiner. Parce que, tu sais, en ce moment, tu as plus de temps. C'est pas vrai que tu as moins de temps. Donc, tout le monde a plus de temps la plupart du temps. Donc, ben, c'est certain que là, tu as le temps d'écouter une émission de cuisine. Nous, on a Ricardo ici. Là, vous, je ne sais pas qui vous avez. Donc, écoute une émission de télé, puis apprends à faire la cuisine, apprends un repas le soir. Même si ce n'est pas très santé, mais au moins, tu peux faire des bons choix, on s'entend, puis tu vas l'avoir fait toi-même. Donc, tu sais ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est les deux meilleurs conseils. De garder une routine repas et hygiène de vie et peut-être apprendre à cuisiner. Ouais, la structure, c'est hyper important, hein. Moi, j'ai une amie qui me parlait de ça, qui me disait, voilà, alors une bêtise, elle me dit, voilà, elle a que du travail bureau, mais forcément, elle est à la maison. Elle me dit, bah, il y a des jours où je reste en pyjama, ça ne va pas. En fait, voilà, elle prend du temps au matin pour s'habiller, se préparer, voilà, se pouponner entre guillemets, voilà, comme si elle partait au boulot. Et en fait, elle me dit, d'un point de vue mental, ça me permet vraiment de me dire, ok, je suis prête, je bosse, quoi. Et c'est vrai que je remarque beaucoup ça avec ma compagne aussi, qui est peintre et qui travaille beaucoup à la maison. Que je veux dire, il y a des jours qui vont être plus productifs que d'autres par la façon dont elle va l'aborder, par rapport à sa structure notamment. Donc, c'est hyper intéressant, hein. Donc, pour moi, c'est un très bon conseil. Un truc intéressant aussi que je dirais, si vous n'êtes pas au Québec avec des températures de moins 40, donc même au Québec, ben, essayez de sortir une fois par jour. Ouais. Donc, restez pas à la maison toute la journée, même si c'est 10 minutes, allez faire une commission à pied, allez n'importe quoi, tous les jours, une fois. Ça parle à Bastien, ça te touche particulièrement, ça. Oui, ça c'est quelque chose qui a vachement changé dans ma façon de vivre, aussi parce que j'ai un chien et ça m'a aidé pas mal à sortir, tu vois, à aller le promener, à aller découvrir aussi ma ville en fait. Et découvrir qu'un peu plus loin, j'avais une rue super sympa, tu vois. Et des fois, on veut se promener et aller bien loin alors qu'on se rend pas compte qu'en passant une rue, bah, on est quand même pas mal mieux. Et alors, oui, évidemment, c'est reprendre contact avec la nature, c'est quelque chose de primordial, je trouve. Essayer d'aller se promener dans les bois et tout ça, et de se déconnecter un peu. Mais ça, je pense que c'est devenu un petit peu à la mode ici en Belgique. À un moment donné, il y a eu pas mal de gens qui se sont retrouvés dans les bois et dans les montagnes quand il y a eu beaucoup de neige. C'était autorisé, du coup. C'est correct. Ben, ouais, c'est autorisé. Ouais, après, jusqu'à ce que ce soit interdit, quoi, parce qu'il y avait trop de monde. Ici, j'ai une question d'une personne qui dit vacciné mercredi 27 du 1. Je travaille en maison de retraite, 26 résidents et plus, et j'ai chopé le Covid jeudi. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, on en revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, je pense. Hein. J'ai pris vitamine D, complexe avec zinc et Ravinsara. Comment me battre mieux? Je suis sportive, tous les jours marche, ski, vélo en fonction de la saison. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Là. Il y a pas, un coup, tu as le virus, il est un peu trop tard. Là. Ton système va se défendre de comment il va se défendre. Donc, continuez à bien dormir, reposez-vous, mangez adéquatement, puis faites pas d'excès, parce que les excès vont nuire à la réponse immunitaire. Ouais, parce qu'il y a aussi ce côté, et ça, il faut, comme tu dis, un petit peu, c'est même plus complexe que ça, dans le sens où c'est pas forcément parce que ton corps est armé pour combattre le virus, qu'au moment où il arrive, il va pouvoir le combattre. Il y a aussi ce côté fatigue mentale, fatigue physique. Voilà, je pense à notamment à nous en tant que sportifs, le fameux surentraînement qui est à mon avis une des plus grandes peurs de beaucoup de sportifs. Donc il y a un moment où en fait, oui, il y a des moments où, comme tu dis, il faut savoir aussi s'écouter et quand on sait s'écouter, accepter ce que le corps nous dit, parce que le corps est plus malin que nous. Et ça, il y a un moment, alors c'est dur, mais il faut l'accepter. Ouais, c'est sûr. Je suis en train de travailler sur une présentation justement sur ce sujet-là pour une conférence que je vais donner en France. Donc, je suis en train de travailler sur une présentation qui a rapport avec ce sujet-là. Donc, oui, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à se reposer.
on peut pas, le corps humain est équipé de beaucoup de mécanismes de compensation. Il n'y en a pas beaucoup qui compensent le repos, par exemple. Donc, il y en a beaucoup il y a beaucoup de réponses si tu ne te reposes pas assez, mais il n'y a pas beaucoup de réponses positives si tu ne te reposes pas assez. Donc, c'est un peu ça le problème. Qu'est-ce que j'avais ici? Bah oui, alors c'est une question un peu d'ordre général. Maintenant, tu n'es pas obligé évidemment de te lancer là-dedans, mais par rapport à ce qui se dit et par rapport à ce qui se dit de manière officielle et officieusement, parce que des fois c'est un peu bizarre, et on entend un peu aussi tout par rapport à ce sujet-là. Ben, par rapport au vaccin du Covid, qu'est-ce qu'il faut au final en penser par rapport à ce vaccin-là? C'est quoi ton point de vue, toi? Ben, le vaccin qui a été développé, moi je ne suis pas expert en vaccin, je ne suis pas virologue, donc je vous donne tout de suite mon disclaimer. Ce que j'ai pu lire en jasant, j'ai l'avantage d'avoir beaucoup d'amis qui ont des doctorats, par exemple, donc c'est très amusant. Donc, le vaccin en soi a l'air intéressant sur sa manière de transmettre l'immunité. Donc, c'est intéressant. Encore là, même ça, c'est drôle parce que les compagnies ne se sont pas cachées du tout de ce fait-là. On ne connaît pas l'impact sur la fertilité. On ne connaît pas l'impact sur les femmes enceintes. On ne connaît pas l'impact sur ça. On suggère que si vous êtes enceinte, vous voulez être enceinte, ne prenez pas ce vaccin. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est pas une cachette, là. Les deux compagnies ont fait des communiqués de presse pour le dire. Donc, c'est un peu ça qui était véhiculé aussi par le monde plus officieux, que certaines similitudes dans des protéines relatives à la fertilité et les anticorps que le vaccin proposerait de faire avaient peut-être une certaine homologie, donc une certaine cohérence, une certaine une imitation moléculaire. Donc, peut-être faire attention à ce niveau-là. Donc, ce serait la seule chose que j'ai pu lire et qui faisait du sens quand tu vas lire un petit peu sur la synectine, donc ce qui a rapport avec la protéine S, finalement. Donc, mais sinon, c'est pas la première fois qu'on utilise des vaccins à ce qu'on appelle la mRNA, donc un messager d'acide ribonucléique. Ça fait, le monde pense que c'est nouveau, mais c'est pas du tout nouveau. C'est parce que ça n'a jamais été utilisé pour ce type de choses-là. Et la plupart des gens, en fait, on s'entend, ne savent rien sur les vaccins. La plupart du temps, on n'entend pas parler. Là. Fait que c'est pas nouveau, c'est parce que tu l'as jamais lu. C'est comme si on savait que la reine Élisabeth peut parler de son derrière. C'est pas nouveau. Ça fait sûrement longtemps qu'elle le fait. Mais on vient que tu ne savais pas. C'est ça. Fait que c'est jamais nouveau comme information, à part pour la personne qui ne le sait pas. Fait qu'il y a beaucoup de monde que quand ils écoutent des données scientifiques, tout est nouveau pour eux autres parce qu'ils n'ont jamais rien entendu. Ça. Ah, c'est très bien dit. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'alimentation. On voit aussi, moi c'est plus ma spécialité, le côté mental, etc. Et on voit quand même aussi pas mal, voilà, on en a déjà parlé beaucoup, hein, mais l'anxiété, la dépression, etc., ce genre de choses. J'en parlais avec une collègue qui me disait que justement au niveau de la nutrition, alors moi je ne suis pas spécialisé là-dedans, c'est plutôt elle me parlait de… par rapport à ce que tu ingérais, tu avais des neurotransmetteurs qui permettaient justement de, apparemment, pouvoir combattre un peu plus cette anxiété, cette dépression. Et on sait que pour le moment, les gens sont submergés par ça. Est-ce que toi, tu en sais un petit peu plus là-dessus? Donc, c'est-à-dire un type d'alimentation qui pourrait, encore une fois, aider à mieux s'armer. Pas forcément combattre, hein, mais aider à mieux s'armer face à ce genre de choses? En fait, dans l'alimentation, l'influence de l'alimentation en termes des composés de l'alimentation sur les neurotransmetteurs, c'est très flou. Là. Donc, on rentre dans quelque chose qui a été véhiculé par de la science des années 80, 90, 2000, mais, exemple, l'impact direct, exemple, de la teneur en tryptophane ou en tyrosine, c'est minime. Donc, c'est très minime. Parce que je ne veux pas, là, c'est un métabolisme. C'est pas parce que tu as le précurseur que tu vas le créer. Donc, je donnais mon cours, en fait, en fin de semaine sur les neurotransmetteurs avec Institut AT. Donc, les élèves, ils ont eu le droit à ce discours-là. Donc, le précurseur ne veut pas dire que le précurseur va être fait si le corps a la prédisposition pour. Donc, l'alimentation qui aide le plus à avoir un bon équilibre neurotransmetteur, c'est celle qui te convient, premièrement. Normalement, celle qui va garder ton niveau de glycémie, ton homéostasie énergétique le plus efficace pour toi. Parce que pour certaines personnes, ça pourrait être une diète cétogène. Pour d'autres personnes, ça pourrait être une diète paléolithique avec beaucoup de glucides, tout dépendant de leur métabolisme. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est certain. Moi, vous savez, c'est la diète paléolithique, donc l'aliment le moins transformé possible.
avec un peu d'aliments transformés, mais souvent c'est pour faire plaisir aux papilles gustatives ou pour créer de la diversité alimentaire, mais c'est tout. Il n'y a pas de diète magique. On parle d'une diète qui est nutritionnellement dense, ça j'adore ça, mais la diète paléolithique, c'est déjà nutritionnellement dense parce que les vrais aliments ont des nutriments. Donc, c'est ça qui est l'avantage. Je pense que c'est le point le plus intéressant que je dis à mes clients, puis ils disent « Ah oui, tu n'as pas de… » Ben oui, j'en ai une, mais ça veut juste dire que tu manges de la vraie nourriture. Après ça, on va regarder ce que tu veux faire avec. Oui, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, ça résonne beaucoup avec ce que Julien Pineau disait. Quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression qu'on se fixe un peu. Il y a toujours trop en fait, de ségrégation d'informations. En fait, on prend la partie qui nous intéresse et on se dit, bah, tu sais quoi, on va en faire une règle. Alors que quand on prend le corps dans sa globalité, c'est super parce qu'au final, je vais dire, on n'essaye pas de rendre les choses faciles, mais on essaye de les simplifier quand même. Et au final, quand on entend ça, on se dit juste, ben voilà, si tu es bien et si cette nutrition te convient, au final, tu optimises le système entier. C'est un peu ça le message qu'on veut faire, enfin en tout cas que moi j'essaie de transmettre. Et là, tu le fais de façon vraiment géniale, donc c'est cool. Je pense que c'est le message qui devrait être véhiculé par pas mal tout le monde qui veut faire ce travail-là. Le message que ben, la nutrition, il y a des mauvaises réponses, mais il y a une très grosse zone grise. Ouais. Et il n'y a pas de réponse parfaite. Ouais. Autant il y a des mauvaises réponses, il n'y a pas de réponse parfaite et il y a une zone grise. Parce que la zone grise, ça va varier d'une personne à l'autre. Ça va varier d'une journée à l'autre. Ça va varier des émotions. La journée, est-ce que tu as mal dormi? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Parce que des fois, ça peut être ça aussi, même si on essaye de ne pas trop associer émotion à nourriture. On n'est pas les chiens de Pavlov. Donc, quand même, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais dans beaucoup de cas, là, puis j'ai encore des cas comme ça, c'est de la rééducation alimentaire. Complètement. C'est d'expliquer aux gens qui peuvent manger des glucides. C'est ça qui est le pire, habituellement. Non, mais tu peux manger des patates. Quoi, j'ai le droit de manger des patates? Oui. Hein? Mais oui, mais ça fait engraisser les patates. Ben, pas plus que le chocolat keto, mais c'est juste. Chocolat keto, j'adore. Ça, c'est tout bon, ça. Fait que c'est ça qui est un peu intéressant, de rentrer dans la dynamique. Il faut rééduquer les gens. Ouais, et encore une fois, rééduquer aussi le fait de se comprendre. Parce que moi, typiquement, j'ai une alimentation qui est plus basée sur ma réponse d'un point de vue de mon système nerveux. Mais il y a un moment, tu peux pas pondre ça. Tu dois les essayer, en fait. Tu dois essayer les choses. Donc voilà, typiquement pour les glucides, moi, c'est toujours entraînement, etc. Mais il y a un moment, typiquement avant ce podcast, j'ai dit à Bastien, ouais, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai pris un petit peu des glucides, etc. Hop, je suis reparti. Parce qu'il y a un moment, c'est aussi comme je dis voilà, avec mes collègues, avec mon mentor, etc. Je dis, en fait, c'est quoi le plus efficace? On dit par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas de café. Voilà, c'est quelque chose de. Mais j'ai vraiment une addiction avec ça. C'est-à-dire que quand j'en bois, j'ai vraiment envie d'en boire tout le temps. Donc, je préfère ne pas en boire. Mais il y a un moment, si tu as le choix entre boire un café et avoir la journée la plus productive de ta semaine, une fois, ou ne pas boire de café et ne rien faire de ta journée, alors on s'entend qu'on peut se reposer, hein, les gars, il n'y a pas de souci avec ça, mais je veux dire vraiment avoir une journée la moins productive possible. Est-ce qu'au final, c'est vraiment la réponse qu'on souhaite? Donc, c'est encore une fois, c'est cette complexité, cette globalité qu'il faut prendre en compte, quoi. Et sans essayer, difficile d'avoir une réponse. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions aux clients. C'est pour ça que je dois t'avouer que je lis beaucoup et que j'échange beaucoup au niveau nutritionnel avec des gens que je considère comme étant des experts ou des gens qui connaissent beaucoup ça, pour être capable de donner la réponse ou une partie de la réponse. C'est ça. Par exemple, moi, je mange très peu de glucides. Moi, mon alimentation est comme ça. Pourquoi? Je trouve ça plus facile. Ouais. Premièrement, j'aime beaucoup manger de la viande, donc ça ne me dérange pas. Est-ce que je vais en manger? Oui. S'il y en a, je vais en manger. Par exemple, si ma copine fait à souper, il y en a, parce qu'il y en a tout le temps quand elle fait à souper, bien, je vais les manger, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Est-ce que moi, quand je vais me faire à manger, il va en avoir? Rarement. À part si j'ai le goût de manger des choses spécifiques, il n'y en aura pas. Mais c'est loin d'être ça que je recommande à mes clients. À mes clients, je vais leur dire, est-ce qu'on peut manger des glucides? La plupart des gens devraient en manger un peu. Si ce n'est que pour les aider mentalement, je m'en fous. C'est plus facile. C'est ça. Le but, c'est que ça doit adapter et facile.
Tu sais, que ça ne donne pas les restrictifs, le niveau alimentaire, les restrictions alimentaires. Tu sais, on est dans un mouvement beaucoup au Canada sur. Ça me fait toujours rire parce que je trouve ça un peu moumoune. Vous l'expression moumoune en Belgique? Momoun. Mais, On l'a pas, mais ça doit être con. ouais, Un peu bête, quoi. Voilà. C'est ça. ouais, ben c'est ça, vous l'avez dit, c'est exactement ça. Donc, un peu trop flanc mou, un peu trop mollet, un peu trop. De vouloir déculpabiliser tout. Mais c'est pas grave, tu le mérites, c'est pas grave, il n'y a pas d'interdit. Attends une seconde, ma Ginette, là. Si ton déjeuner, c'est 2 verres de lait au chocolat, 2 toasts au peanut, c'est pas une bonne affaire. Puis même si tu penses que tu n'es pas coupable, Chris, que c'est pas bon pour ta santé. Tu sais, faut arrêter aussi là, de dire aux gens que ah, mais c'est pas grave, faut pas culpabiliser. Je veux pas que tu culpabilises, je veux que tu te rendes compte que c'est pas bon. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre la culpabilité et la responsabilité. Tu sais, le but, c'est pas d'être coupable. Le but, c'est que si ton déjeuner et tous tes repas, c'est pourri, tu n'es pas coupable. Tu le sais pas. Prends la responsabilité, pose des questions, va lire, puis améliore-le. Est-ce que tu es obligé de passer de 2 verres de lait au chocolat puis 2 toasts au beurre de cacahuète à 3 œufs, un demi-avocat et des cachous? Non. Mais est-ce que tu pourrais trouver un terrain d'entente? Ça serait sûrement possible. Le but, là, c'est le message, c'est il n'y a pas de culpabilité en alimentation. Ça ne sert à rien de la culpabilité. Au pire, tu vas juste filer plus comme la merde, puis ton système immunitaire va être encore plus faible parce que tu te sens coupable. Le but, c'est d'être responsable de tes choix. Puis, là, c'est encore drôle, mais je vais vous conter une anecdote, mais il faut que tu assumes, mais l'assumer ne rend pas ton choix meilleur. Tu l'assumes. Tu le sais que tu l'as fait. Donc, tu le nies pas. Donc, c'est excellent. Mais le problème, c'est pas parce que tu l'assumes que ton corps. Oui, OK, ton corps va mieux filer, il va sûrement mieux répondre si tu l'assumes que si tu es coupable. Ça, c'est la science peut vous le montrer. On le s'entend. Mais ça ne rendra jamais un macaroni au fromage santé. Donc, même si tu l'assumes à 100%. Donc, c'est ça la différence. Prenez la part de responsabilité qui vous revient, parce que la plupart des gens contrôlent ce qu'ils mettent sur leur fourchette et dans leur bouche, et trouvez un terrain d'entente avec votre cerveau là, pour manger mieux. C'est un peu comme l'exercice. Tu ne me feras jamais courir. J'haïs ça. Fait que pour vrai, tu me dirais ta vie en dépend. On va trouver un terrain d'entente. Est-ce que je pourrais aller m'entraîner à la place? Oui, je vais aller m'entraîner. Donc, tu sais, c'est parce que je ne veux pas le faire. Oui, mais je ne suis pas obligé. C'est ça que j'explique à mes clients. Oui, mais je ne veux pas manger du poulet et des légumes. Mais tu n'es pas obligé. Il y a plein d'autres manières de bien manger. Et moi, j'avais une question par rapport, on se dit souvent que les gens sont souvent accros à un type de macronutriments, souvent les glucides. Pourquoi est-ce que, en fait, les gens sont prédestinés à se diriger émotionnellement, physiquement, vers cette source d'énergie? Ça m'intéresse. Tu savais un peu expliquer ça? Ben, je n'expliquerai pas trop parce que je donne un cours là-dessus. Donc, ce qui est intéressant. Réponse d'examen. Pas de réponse d'examen. En fait, sur ça, c'est que l'humain est programmé pour. Il y a beaucoup de mécanismes de défense qui aiment l'énergie rapide. Donc, l'énergie. En fait, l'humain, quand il consomme des aliments, il y a un effet énergétique. Il y a des papilles gustatives, tu as des sensors à énergie, des sensors à macronutriments dans la bouche. Donc, le cerveau humain reconnaît ce qu'il mange. Et je vais te donner une affaire, tu vas te rendre compte. Les gens ne mangent pas d'emblée que des glucides. Tu remarqueras quand les gens font des cravings, c'est jamais que des glucides. Il n'y a personne qui te dit j'ai pris un pain, j'ai mangé un pain. Non, c'est toujours associé, c'est vrai. Non. C'est des graisses. Du beurre, du Nutella. Pourquoi? C'est l'association calorique souvent qui est un problème. C'est une des choses, c'est vraiment le concept, mais c'est toujours c'est un mécanisme de protection et de défense dans le corps humain. C'est ça. Et après ça, il y a le mécanisme de la différence entre vouloir manger et avoir faim. Là. Donc, il y a ça aussi. Là.
Puis c'est très rare que quand les gens veulent manger, ils veulent manger un repas clean, un filet mignon avec des choux de Bruxelles. Non. Moi, oui, mais non. Mais c'est ça. C'est vraiment un état d'esprit à changer, de se dire qu'en fait, finalement, manger comme ça, c'est pas une privation du tout, quoi. C'est juste se dire, OK, je pense que la plupart du temps, les gens pensent d'abord à la sensation, aux papilles gustatives, à vraiment ces sensations un peu d'extéroception, tu vois, liées au sens, etc. Mais ils pensent jamais vraiment, en fait, au final, à ce que ça induit sur leur santé. Et c'est ça un peu le problème, en fait, j'ai l'impression, non? Tu trouves pas? Je pense que, ben oui, puis on est quand même loin de ça. Le défaut du concept de goût, donc c'est que quand il y a certains dysfonctionnements dans l'organisme, comme ceux qu'on organise dans la population générale, le manque de sommeil, le stress et tout, ça diminue l'action de récompense de la nourriture. Parce que la nourriture, ça crée une récompense dans le cerveau. Donc, c'est normal, on est content de manger, ça veut dire qu'on ne mourra pas de faim. Donc, c'est une super bonne chose. Mais le fait de ne pas dormir ou le fait d'être, on fait plusieurs autres choses, va diminuer cet effet-là. Donc, comme les gens en ce moment sont vraiment un peu amorphes, ahédoniques, un peu dépressifs, donc l'alimentation devient un high, devient un peu, pas comme une drogue, parce qu'il y a une très grosse nuance entre les deux, là, mais il y en a quand même une. Les gens vont trouver une manière de se désennuyer. Puis de la dopamine, ben, le cerveau aime vraiment ça pour se désennuyer. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que Benjamin n'est pas capable de prendre du café. C'est un peu la raison. C'est que son cerveau aime trop le high de dopamine. Oui, et c'est à côté de ça, je n'en bois pas. C'est ça qui est fabuleux, c'est que je n'en bois pas, mais je sais que quand on est parti une fois aux États-Unis, donc on était dans la famille de ma femme, où là, tous les jours, c'était le café. Ben, je me suis dit, bah voilà, allez, on va faire comme eux. Parce qu'au final, voilà, tu déjeunes comme eux. Et ben franchement, je l'ai senti au moins pendant un mois, quoi, où j'avais vraiment ce côté, ah ouais, mon corps n'était pas habitué à manger comme eux, ils mangeaient, etc. Ou, tu vois, et là, j'ai quand même dit à ma femme, c'est impressionnant parce que je suis quand même quelqu'un de. J'essaye quand même de me contrôler sur pas mal de trucs à ce niveau-là parce que je sais que je fonctionne mieux comme ça. Donc, j'ai quand même des raisons valables et je ne. Comment dire, ça ne me manque pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, c'est pas grave. Et des fois, tu te dis quand même, ah, je prendrais bien un café. Donc, j'imagine même pas les gens qui, dans leur tête, se disent, moi, sans café, c'est mort. Et il y en a un paquet. Il y en a parce que tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas être dans l'émotion. Mais qui n'est pas dans l'émotion face à la nourriture? C'est un peu le problème. C'est pour ça que souvent, il y a de plus en plus de gens qui font affaire avec des coachs de vie, puis ils vont retravailler leur émotion face à l'alimentation. Et je pense que c'est obligatoire. Oui, complètement, parce qu'il y a aussi ce rappel, allez, de la petite enfance, etc. Le côté récompense, le côté, ok, ma grand-mère me cuisinait ça, donc en fait, tu veux changer mon alimentation, donc tu insinues que mes parents me voulaient du mal. J'ai déjà entendu des choses comme ça où tu dis, non, c'est pas ce que je dis. Tes parents, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils veulent, en tout cas dans 99,9% des cas, ils veulent le mieux pour toi. Mais il y a un moment, il faut bien se rendre compte que la cigarette, c'était pas un problème à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Comme tu dis, il y a un moment où tu sais pas, tu peux pas en vouloir, mais aujourd'hui, l'ignorance est un choix et ça, c'est une responsabilité que nous, on a. Notre génération, nous, on a cette responsabilité-là. Ne pas vouloir savoir, c'est ne pas vouloir savoir. C'est exactement ça. C'est un choix. Ah oui, c'est ça. Alors, j'ai quelques petites questions intéressantes, moi, ici. Enfin, à moins que tu voulais… pardon, excuse-moi, je t'ai pas coupé. Non, vas-y. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Hein. Je t'ai pas coupé. Mais tu vas pas couper. Ça va, ok. Je m'en serais voulu, hein, Supermat. Bonjour à tous. Je fais un travail physique en extérieur et je mange à midi un sandwich basique et une tartine préparée le matin, juste pour couper la faim. Cependant, j'ai un coup de mou dévastateur jusqu'à plus ou moins 14 heures. Avez-vous un conseil alimentaire ou autre pour combattre cette fatigue? En fait, l'humain est programmé pour avoir un coup de mou environ vers 14 heures. Donc, dans les cyclages circadiens, tout le monde pratiquement a cet effet-là, sauf Benjamin quand il boit du café. Donc, ça fait ça. Un truc facile, augmente ta consommation de protéines et rajoute-toi une salade verte avant ton sandwich. Très simple. Choisis un meilleur pain. Choisis un pain plus complet avec une farine moins blanchie, donc une farine plus grossière. Donc, ça va aider.
Ouais, c'est vraiment ici l'idée de diminuer la réponse, c'est ça, amenée par l'aliment? En fait, oui, c'est ça. C'est de maximiser ou améliorer la réponse de la courbe des hormones entéro-endocrines. Oui, parce que quand c'est trop fort, boum, pic insulinique, etc. Et ouais, ok, d'accord, ok. Donc, c'est la plus simple sans dire d'arrêter de manger un sandwich. C'est ça, mais c'est tellement culturel et en Belgique, c'est toujours le cas. À midi, tu vois tous, enfin, je sais Ouais. pas si au Québec c'est comme ça aussi. À midi 30, Oh oui. c'est tous à la sandwicherie, quoi. On est d'accord. Moi, souvent, ici aussi, c'est populaire dans les lunchs des gens. Les gens s'amènent des sandwichs. C'est Ah ça. ouais, Ouais. quand c'est pas une frite. Parce qu'en Belgique, Oui, la ben, frite, c'est moi, aussi vous autres, oui, culturel. nous autres, non. Ouais, c'est ça. La pomme de terre, c'est culturel, donc imagine. Alors, bonjour. Je me pose la question à propos des cheat meals. Je file toujours mal, maux de ventre, mauvaise digestion, etc. après un cheat meal. Un repas cheat par semaine. Devrais-je plutôt faire un refeed meal? Normalement, je vais prioriser, tout dépendant de ce que les gens aiment, de trouver une alternative dans laquelle ils se sentent bien. Parce qu'un cheat meal, habituellement, c'est très haut en gras, très haut en sucre, très haut en glucides. Donc, la plupart des systèmes immunitaires ne vont pas très bien accepter ce genre de repas-là. Donc, ce serait mieux de trouver une alternative à ton cheat meal qui est peut-être un peu plus santé et qui va quand même peut-être combler certains besoins mentaux. Parce que souvent, les gens vont cheater pour la tête parce qu'ils veulent que ça goûte bon. Bon, premièrement, l'alimentation normale peut goûter très bon quand tu sais comment la faire. Mais après ça, sur le moment de ton cheat, ben, trouve une meilleure manière de le faire. Ou trouve quelqu'un pour te conseiller à comment mieux le planifier. Parce que les cheat meals, la plupart du temps, c'est assez dévastateur sur ton progrès et sur ta santé. J'avais écrit un article là-dessus. Il va être publié au Québec dans la revue Québec Fitness ce mois-ci. Ah, cool, intéressant. Excellent. Tu auras un lien ou quoi? Enfin non, l'article sera dans le magazine. Sûrement, quand j'aurai un lien, ou sinon, je l'ai sur ma page. J'ai sur ma page Mathieu Bouchard, The Holistic ND, l'article. Je l'avais écrit l'année passée. Ok. Alors, il y a une question intéressante qui dit ici, est-ce que tu t'occupes de l'éducation chez les enfants? Parce que souvent, les mauvaises habitudes commencent par là, et c'est souvent très compliqué de rééduquer les adultes au niveau alimentaire. En fait, non, parce que justement, c'est les parents qui devraient faire la rééducation chez les enfants. Et si l'enfant a une mauvaise éducation alimentaire, c'est parce que le parent véhicule une mauvaise information alimentaire ou une mauvaise habitude. Donc, c'est sûr que tu peux parler à l'enfant, mais un enfant en bas âge, ça ne résonne pas vraiment. Là. Donc, c'est normal. Le développement psychologique, il y a des phases qu'il faut que tu aies un certain âge avant de raisonner. Donc, c'est pour ça que souvent, je vais passer par les parents et plus conscientiser le parent. Donc, c'est ça l'approche, en fait. Il y a des gens qui sont plus spécialisés en pédagogie avec les enfants, pas moi. Oui, parce qu'elle me dit comme ça, oui, quand tu vois qu'en Belgique, les enfants reçoivent des tartines tous les midis, c'est scandaleux, mais en même temps, les adultes aussi, c'est comme tu viens de le dire, au final, c'est juste, exact. Ils véhiculent l'information sur les petits, comme tu dis là, et en plus, vu que le parent est supérieur, entre guillemets, au niveau autorité, bah, l'enfant dépend du parent, évidemment, c'est logique. Exact. Donc, c'est pour ça que travailler sur le parent et juste introduire des concepts. Tu n'es pas obligé, comme vous avez dit tantôt, de tout changer, des concepts. Des concepts selon le besoin. La personne, elle l'intègre comme elle veut, puis après ça, tu peux regarder ce qu'elle a intégré. Oui, parce qu'au final, moi, j'ai eu le coup avec un ami d'enfance, par rapport à sa fille, où il avait justement un peu peur qu'elle parte en surpoids, etc. Et donc, il me demandait un peu des conseils par rapport à ça. Et j'ai dit exactement comme toi, hein, Matt. Donc, je lui ai dit, écoute, il va falloir, tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais il va falloir que tu sois l'exemple à suivre. Parce que au final, tout le monde sait que c'est quand même mieux de mettre une banane qu'un Kinder Bueno. Tu vois ce que je veux dire en 4 heures? Mais c'est vrai, tu vois. On rigole, mais c'est ça. C'est ça, les gars, on en est là. Et donc, et je disais à son père aussi, du coup, je disais, il faut aussi que tu comprennes que tu n'as aucune, alors ça aussi, il faut l'entendre, vous n'avez aucune maîtrise de ce que vos enfants font à l'école. Aucune. Donc, si vous lui mettez une banane et que elle ou il donne la banane à un ami et prend les Smarties à la place, vous ne le saurez jamais. Donc, il y a un moment, si vous ne donnez pas l'exemple à la maison, compliqué. Exact. Ouais. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est pas mal. On a déjà quand même fait pas mal le tour de la question. On a quand même répondu à des choses intéressantes sur le Covid et on a eu d'autres questions qui gravitaient autour de l'alimentation de toute façon. Bah, écoute, Matt, je voulais te remercier pour ce podcast en tout cas. J'imagine qu'on peut te suivre.
en espérant super. pouvoir vous voir cet été. Ah, ouais, Ouais, j'espère on aussi. croise les doigts. Tu n'imagines même pas, je crois que Bastien et moi, on va pas rester en Belgique, en fait. Quand le Covid va passer, on va aller au Québec, on va rester 6 mois là-bas et on va rencontrer tout le monde. Ouais, c'est cool. En tout cas, voilà, Mathieu, on peut te suivre évidemment sur Facebook, Institut AAT, sur Oui. Instagram aussi, comme Donc, tu as dit tout à l'heure. Ton Instagram prend plus en oui, plus sur Instagram, exact. Sur Instagram, je poste un peu plus en anglais que je vais poster. Je vais faire des stories aussi. Je vais faire des stories verbales, bon, un peu plus en anglais, mais je suis environ 50-50 anglais-français. Souvent, les mêmes posts que vous allez avoir sur ma page vont être les mêmes posts que je vais publier sur Instagram, bien sûr. Je n'essaie pas de faire des posts différents. Il y a des limites autant que je passe sur ça. Donc, vous allez voir sur ça. Donc, Mathieu Bouchard dit Holistic ND. Donc, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. C'est très cool. Merci beaucoup, Mathieu. En tout cas, Merci très à vous. bientôt. À la suite au Grand merci, à bientôt. Salut, ciao, ciao. Salut les gars.